Donc, j'étais en train de te poser la question sur la réussite de ta vie. Est-ce que tu me disais, je t'avais demandé, est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu as réussi ta vie? Je pense oui. Mais ma plus grande réussite, ça a été le fait de revenir dans mon pays. C'est le fait de côtoyer les miens. Et c'est le fait aussi de faire sourire des personnes, comme je te l'avais dit. Je pense que j'ai pas vraiment réussi, j'ai trouvé une vocation. En fait, comme je t'avais dit, j'avais fait Sciences Po. Moi, c'était plutôt aller dans la politique. Mais le fait d'aller dans le social m'a donné plus que je n'aurais imaginé. Aujourd'hui, j'arrive à faire des choses avec des milliers de personnes que je pense que je ne pourrais jamais faire si j'avais décidé d'avoir un boulot, un bureau, un truc stable. Donc je pense que j'ai réussi dans le fait de faire ce que j'aime et aussi le fait aussi d'être dans le cœur des gens. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire, obligatoire que tu passes par toutes tes épreuves pour comprendre et arriver là? Oui, je pense. C'était le schéma que Allah avait tracé pour moi. Pour moi, c'était la quête. Pour moi, j'ai dit le fait d'aller en France, le fait d'avoir senti cette solitude, d'être invisible, le fait d'aller en Angleterre, le fait d'avoir senti que ces pays n'avaient pas vraiment besoin de mes neurones, n'avaient pas besoin de mes connaissances. C'était vraiment un retour du pays. J'étais partie jeune et je suis revenue 13 ans après. Et j'étais plus mûre et je connaissais la valeur aussi de mon pays. Et je connaissais aussi ma valeur ajoutée. Je savais ce que je pouvais faire de mon pays. Tu m'as dit justement que tu as été donc femme de ménage à Londres. Oui. Est-ce que pour connaître sa valeur, il faut qu'on traverse par des moments où on est dévalorisé? Bien sûr. Pour moi, travailler était vraiment très important. Toucher des allocations n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. J'avais l'impression de trahir en fait mon papa qui a passé toute sa vie à me donner la meilleure éducation et à me supporter même alors que j'étais en France. Et donc pour moi, quand je suis allée en Angleterre, pour commencer à être vraiment dans la vie, on m'avait dit qu'il faut que je commence à travailler. Le premier boulot qu'on m'avait proposé, c'était être femme de ménage. Dans un espèce de, comment on appelle, comme Givenchy, les grands magasins comme sur Paris, Lafayette, un truc comme ça. Et à 17h, je nettoyais. Et le plus drôle, c'est que des fois, j'étais comme ça devant les vêtements et des personnes me demandaient, mais tu connais, tu sais ce que c'est? Parce que pour eux, j'étais juste une femme de ménage. Ils ne savaient pas que je parlais français, ils ne savaient pas d'où je venais. Donc, cette étiquette était collée en moi. Il y a des gens, tu veux dire qu'il y a des gens, ils savent. Bien sûr. Pour eux, j'étais la nouvelle recrue. Qui Donc, venait peut-être d'Afrique. de toi ou... Non, du tout. Mais pour eux, Ils se posaient vraiment la question. Bien sûr, il y avait des Jamaïcains. Une dame m'avait demandé si je connaissais ce que ça veut dire Yves Saint Laurent. Et j'étais en train de la regarder. J'ai dit, mais bien sûr, je connais. Et pour elle, elle me dit, mais vous venez d'où? Je dis, je viens de France. Et c'était vraiment très difficile. Il y a cette image de l'Afrique qui est collée sur toi. On a cette impression que tu as traversé en fait, la mer, en fait, tu as nagé pour venir en Europe et que tu étais venu chercher l'Eldorado. Alors que back home, dans mon pays, j'avais l'Eldorado, j'avais une famille qui m'aimait, j'avais une maison, j'avais mon lit, j'avais pas de problème. J'étais venue en Europe pour chercher, comment on appelle, plus de savoir, d'éducation. J'étais venue pour m'armer en fait de savoir pour repartir dans mon pays. Il y avait ce poème que j'écoutais tout le temps de Léopold Sédar Senghor et pour moi c'était le retour pour que l'Afrique devienne grande, pas vraiment grande mais pour qu'elle devienne vraiment forte, il faut que ses fils et ses filles reviennent et commencent à aider. Quand tout va bien dans sa vie, tu disais justement que tu étais bien avant de partir. Oui. On ressent quoi juste avant de tout quitter pour aller... Pour moi, c'était l'excitement. J'étais jeune. Je partais à Paris. Je voyais la Tour Eiffel, le Panthéon. J'étais trop contente. Mais arriver à Charles de Gaulle, c'était plus la même chose. C'était le froid, c'était être invisible, c'était les questions à l'aéroport. C'était le fait de me poser pourquoi je venais en France alors que j'avais un visa d'étudiante. Le fait de questionner en fait
pourquoi j'étais dans ce pays alors que je savais pertinemment, j'avais une lettre d'une université, j'étais inscrite, j'avais un visa, j'avais une chambre universitaire qui m'attendait, mais il fallait que ce monsieur me pose cette question. Et ce monsieur en fait, il a réveillé quelque chose en moi. Il a réveillé, comment on appelle, le fait d'appartenir à un pays. En fait, je n'étais pas française. Pour lui, c'était un passeport djiboutien, c'était un passeport de l'Afrique, avec une jeune dame en hijab. Pour lui, c'était il y a encore une autre. Et moi, j'étais toute excitée. J'étais comme Eddie Murphy dans le film. Là. J'étais là, comment ça va Paris, j'adore Paris. Mais c'était pas l'accueil. Et je suis arrivée après à la gare du Nord. Je me souviendrai toute ma vie. Les gens se bousculent. Il y avait des chiens, il y avait des messieurs avec des chiens, comme dans le film, des policiers. Et j'étais terrorisée. Je me dis, mais c'est quoi? Est-ce qu'ils vont m'arrêter? À la fin, on devient coupable sans être coupable. Et dans le train qui m'emmenait à Nantes, je me souviens, j'étais assise, il y avait une dame à côté de moi. Elle ne me posait pas de questions, mais à la fin, elle me dit, mais vous venez d'où? Et je dis, je viens de Djibouti. Et c'était la première personne qui m'a fait comprendre que beaucoup de personnes ne connaissaient pas mon pays. Et je suis arrivée à Nantes. Là, j'avais au moins un comité de personnes qui m'attendaient. Et je me souviendrai toujours comme le couloir de la mort. C'est ça que j'ai dit, le couloir de la mort. En fait, ils m'ont amenée de la gare, en tramway, jusqu'à ma chambre d'université. Une chambre qui faisait 4-5 mètres, long comme ça, toute petite. Et ils m'ont dit, bonne nuit. Et il était 19h. J'étais là. J'étais en train de me dire, mais ça va pas, on va pas un peu rigoler, on va pas visiter, on va rien faire. Et les gens disent, non mais tu es fatiguée, tu viens de l'Afrique. Non, je suis pas fatiguée. J'ai envie de faire des choses, je suis pas fatiguée. Wallah, je suis pas fatiguée, j'ai envie de voir quelque chose. Et les gens me disent, non mais voilà, tu viens de l'Afrique, tu es fatiguée, tu as fait 12 heures de voyage. Voilà, prends ton temps, Fahima. Et c'était la qibla, c'était le faire de faire la salade. Je ne savais même pas quelle salade j'avais raté l'après-midi, l'asr, le maghrib. J'étais vraiment dans... Et la qibla, c'était vers où? Parce que là, j'avais ma maman, j'avais vraiment... En fait, j'étais dans mon élément à Djibouti. Et je me souviens toujours d'un de mes amis, s'il voit cette vidéo, il est sur Lyon, Saïd. Il a compris ça. Je commençais à avoir ma première crise de nerfs en France, à Nantes, dans une chambre. Crise de nerfs ou d'angoisse? Moi, je pense que c'était une crise d'angoisse ou de nerfs, je ne sais pas. Ce que je savais, c'est que je tremblais, je pleurais et je ne faisais que trembler. Et j'ai commencé à pleurer. Et après, au bout de quelques minutes, tout le couloir était au courant que j'étais vraiment en train de pleurer. Ça veut dire que c'était un choc? Oui, c'était un choc. J'étais seule, on m'a mis dans une chambre, il n'y avait pas de bruit. J'ai vécu dans un pays où on entend tout. J'ai vécu dans un pays où on entend des sourires, je veux dire des rires, on entend des éclats, on entend des portes qui se referment. Là, j'entendais rien. C'est comme si j'étais vraiment dans un studio. Ouais, dans un studio, c'est insonorisé de ouf. J'entendais rien, même pas un petit oiseau, personne. J'entendais pas des éclats de rire, j'entendais même pas des personnes qui marchaient dans les couloirs. Et vers 2h du mat, il a amené 2 Djiboutiennes pour qu'elles dorment avec moi. C'est ces jours-là où j'ai compris le mot solitude. Elles ont dit quoi pour te rassurer? Elle en parlait, on a parlé. Elles étaient là avant moi, elle en parlait, elle a dit que c'est bravo. Alors parle-nous de Djibouti, parle-nous. Et au bout d'une heure, j'étais cool, je parlais de tout et de rien. Elles ont juste parlé dans ma langue natale. Et elles ont dit, écoute, n'aie pas peur, chacun vit dans une chambre ici, comme en prison, chacun a sa propre chambre, chacun fait ses propres trucs, chaque personne va à la fac à ses heures, en fait on va te donner un emploi du temps. C'est pas en groupe, c'est pas en équipe, chacun fait ses trucs à part. Et c'était très 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 difficile. Je me souviens du premier appel que je fais à ma mère. J'ai une telle personne, ma maman. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, ici les gens ne sourient pas. Elle m'a dit, fais comme eux.
Il ne sourit pas. Je dis, maman, ici, les gens ne tendent pas la main. Il dit, ne tends pas la main. Va à la fac, reviens de la fac. Et si tu ne peux pas, appelle ton papa. J'ai dit, mais maman, les gens ne prient pas. Elle me dit, elle m'a pas dit fais comme eux. Elle m'a dit, fais ce que tu as à faire. Mais essaye, en fait, essaye de comprendre comment ton espace maintenant est en train de, comment on appelle, essaye de t'intégrer sans perdre ta différence. Et c'était difficile. C'était très difficile. Justement, par rapport à cette phrase, fais ce que tu as à faire, alors que tout le monde fait quelque chose de différent, quand tu as l'impression autour de toi que tout le monde pense à autre chose, à ce qui n'est peut-être pas important, ou fait d'autres choses, comment rester ferme dans ce que tu dois faire? Ça dépend. Ça dépend de ce que, en fait, tu décides. Ça dépend de ce que, en fait, tu prends comme on appelle destination. Moi, je peux voir toutes les personnes qui sont autour de moi qui ne font pas la même chose que moi. J'essaye de les attirer à ce qu'elles fassent la même chose que moi. C'est pas facile. C'est pas facile, mais j'essaie de ne pas perdre mes repères. J'ai des repères et ils sont pas beaucoup. Je dois être gentille, je dois être, en anglais c'est approachable. Les personnes peuvent, en fait, je suis pas quelqu'un de très difficile à s'approcher et je suis quelqu'un qui écoute. J'essaie d'être quelqu'un qui écoute parce que pour moi, la seule chose qui m'a aidée pendant mes années en Europe, c'était j'ai eu des personnes qui m'ont écoutée. J'ai eu des Marocaines, j'ai eu des Tunisiennes, j'ai eu des Algériennes, des Sénégalais. En fait, j'ai eu des millions de personnes et à la fin, je suis devenue une oratrice. Les gens s'asseyaient autour de moi et en fait, je parlais et je pense que c'est la seule chose aujourd'hui dont je sais pas que je suis fière, mais en fait qui me différencie des autres, c'est que je dis tout le temps ce que je pense. Et deux fois même, je rappelle des choses que les autres ont oubliées. Je rappelle des choses, par exemple, l'être humain a besoin de l'autre. Je rappelle sans cesse que aider les autres, c'est être en harmonie avec soi-même. Je rappelle aux autres que aider son frère ou sa soeur ou bien une autre personne qui est vraiment dans une difficulté, c'est aider en fait sa personne. J'essaie de rappeler des choses que les autres ont oubliées, comme la bonté. Dans notre langue, on dit naharis. Naharis, c'est être vraiment à l'écoute et aider la personne. Pas aider, on ne parle pas seulement donner, mais aider, mais dignement. On aide l'autre sans qu'il sente qu'il est vraiment en besoin d'être aidé. On l'aide intelligemment. On l'aide pas en lui donnant un truc devant les gens, ou bien on l'aide, mais on l'aide à voir ce qui est bien en lui. Je suis sûre et je pense que tu as la même idée que chaque personne a quelque chose de magnifique en soi. Mais c'est difficile. Des fois, nous-mêmes, on ferme les yeux. On ne voit pas ce qui est magnifique en nous. Tellement on est en train de regarder les autres. Donc moi, chaque matin, je me réveille, je dis, il y a quelque chose de magnifique en toi, Fahima. Et je découvre chaque jour. Comment t'es passé à